Vous informer africainement nous est un sacré devoir. Monsieur, madame, bienvenue aux actualités chaudes africaines pétantes sur nos antennes. À la une, en Mauritanie, les audiences du procès en appel de l'ex-président Mohamed Ould Abdel Azizi sont suspendues. En Mauritanie commence un nouvel épisode judiciaire pour Mohamed Ould Abdel Azizi. Le procès en appel de l'ancien président s'est ouvert ce 13 novembre 2024 à Nouakchott. Accusé d'avoir constitué une grosse fortune durant sa présidence, l'ex-président avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et blanchissement d'argent. Mercredi à peine, le procès en appel s'est-il ouvert que 6 avocats ont déposé un recours auprès de la Cour qui a donné un avis favorable. Maître Taleb Kiar, membre du collectif d'avocats de Mohamed Ould Abdel Aziz, le début de l'audience à la chambre pénale de la Cour d'appel, la défense a pointé certains articles de la loi anticorruption sur lesquels se sont appuyés le juge pour condamner l'ancien président de la Mauritanie. Mais pour Maître Taleb Kiar, les articles en question ne sont pas conformes à la Constitution. L'article D, par exemple, qui indique, selon la défense, que cette loi anticorruption n'y concerne que les fonctionnaires et ne peut s'appliquer à un chef d'État. Nous estimons qu'un président de la République ne peut en aucun cas être assimilable à un fonctionnaire, parce que le statut de la fonction publique régit la relation du fonctionnaire avec l'État et les fonctionnaires est dans une relation de subordination, affirme Maître Taleb Kiar. Tandis que le président de la République, dans un régime constitutionnel comme le nôtre, c'est le garant de la Constitution, le chef des forces armées, le garant de l'indépendance. Donc, il a beaucoup d'attributions qui sont incompatibles avec la qualité des fonctionnaires. Les conseils d'Ould Abdel Azizi se fondent également sur l'article 93 de la Constitution et affirment que celui-ci ordonne que seule la Haute Cour de justice a le pouvoir de juger le président de la République. L'arbitre revient désormais au Conseil constitutionnel qui rendra sa décision sous 30 jours. Mohamed Ould Abdel Azizi avait été jugé en première instance en 2023 aux côtés d'une dizaine d'autres personnalités pour, entre autres, enrichissement illicite. Il serait constitué en patrimoine et en capital d'environ 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. On revient en République démocratique du Congo pour justement vous parler du festival Amani à Goma, finalement autorisé par les autorités. À Goma, en RDC, les organisateurs du festival Amani, le plus grand festival de musique de la sous-région, passe par tous les États. Les 3 jours de concerts prévus ce week-end ont été annulés par les autorités en milieu de semaines qui ont changé de position et autorisé l'événement ce vendredi 15 novembre. Le problème, les organisateurs repartent quasiment de zéro et doivent trouver des solutions financières, artistiques et techniques dans un temps très court. Les discussions sont donc toujours en cours avec les autorités. Goma est passé de la déception à l'espoir. Selon nos informations, la volonté de maintenir cet événement culturel majeur est venue du sommet de l'État. Je tiens à ce que le festival se tienne. Ce sont les mots du président Félix Antoine Tshisekedi qui a appelé au cœur de la nuit de jeudi 14 à vendredi 15 novembre les autorités de Goma. C'est vendredi matin, la mairie qui a demandé l'annulation des concerts mardi 12 a diffusé un nouveau communiqué officiel. La situation sécuritaire étant gérable, la mesure d'annulation du festival Amani est levée, indique le maire Faustin Kapend Mamand et Kamand qui poursuit.
La date de la tenue de l'événement sera communiquée par l'organisateur. Se posent donc désormais des problèmes financiers et logistiques. Le site du festival, en immense espace devant le lac Kivu, a été démonté. En outre, les équipes et les bénévoles doivent être remobilisés. Autre problématique majeure, un grand nombre d'artistes sont déjà repartis de Goma. Les organisateurs enchaînent donc de réunions, notamment avec le gouverneur, pour voir s'il est possible d'organiser l'événement sur des jours, samedi et dimanche, avec une exigence de la direction que le festival Amani garde ses valeurs et sa réputation. Le festival Amani, dont le nom signifie paix en Swahili, invite dans l'est de la RDC depuis une dizaine d'années de stars internationales et figures de la scène musicale congolaise et rassemble habituellement des dizaines de milliers de spectateurs. Mardi, le maire de Goma avait déclaré dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux que le festival n'était pas autorisé pour des raisons d'ordre sécuritaire. L'événement contribue à la cohésion sociale, à la gestion des traumatismes et à l'entrepreneuriat de jeunes, surtout à l'impact économique important pour la ville de Goma, avaient argumenté les organisateurs du festival. Allez, on va prendre une autre direction, histoire d'arriver au Nigeria pour parler de ce prêt qui s'élève à 134 millions de dollars pour l'agriculture. Le gouvernement nigérien a obtenu un prêt de 134 millions de dollars de la Banque africaine de développement BAE2 en sigle, afin de redynamiser le secteur agricole, alors que l'insécurité alimentaire est particulièrement préoccupante dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Ces prêts destinés à augmenter la production de semences et des céréales dans le pays doivent permettre de garantir la sécurité alimentaire nationale, a déclaré le ministre de l'Agriculture dans un communiqué jeudi. La semaine dernière, le rapport dit cadre harmonisé, rédigé par des fonctionnaires nigérians, des agences des Nations Unies et des grandes ONG humanitaires, a prédiqué plus de 33 millions de Nigériens auront faim l'année prochaine. Le secteur agricole nigérien connaît des difficultés multifactorielles. La dépréciation du naira, la monnaie nationale, et l'augmentation des prix du carburant depuis les réformes mises en place par l'administration du président Bola Ahmed Tinubu il y a un an et demi ont fait grimper le prix de l'alimentation. L'inflation alimentaire s'élève à 37,77% en septembre. Selon le Bureau national des statistiques, le prix des haricots a flambé de 282% entre octobre 2023 et octobre 2024 et celui du riz cultivé localement de 153%. En outre, le nord-est du Nigeria est meurtri depuis 2009 par des insurrections islamiques et les gangs de bandits et de kidnappeurs opèrent dans tout le nord du pays, pillant et occupant les exploitations agricoles et empêchent l'agriculteur de travailler. Parallèlement, le changement climatique et la déforestation ont rendu la région plus aride. Les violences et la désertification ont été également entraînées de rivalités parfois violentes entre communautés agricoles et bergers nomades. Enfin, le mois dernier, les pluies torrentielles et des graves inondations ont dévasté une partie du centre du Nigeria, dont 1,6 million d'hectares de terres agricoles, selon les estimations de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle, des Nations Unies. On va tout de suite et maintenant parler du Gabon où l'ex-premier ministre Billy Banzé déclare « Je n'ai violé aucune loi ». L'ancien premier ministre gabonais Alain-Claude Billy Banzé répond son successeur Raymond Dong Sima ce jeudi 14 novembre sur
une radio de la place. L'actuel Premier ministre et coordinateur national de la campagne pour le oui au référendum l'a accusé d'avoir violé la loi en 2023 en modifiant le code électoral à quelques semaines. Interrogé sur les critiques de Billy Banzé vis-à-vis du projet de constitution, il a déclaré que l'ancien Premier ministre est, à mon avis, de tous les Gabonais, celui qui peut le moins s'exprimer sur ces questions tellement sensibles. Monsieur Billy Banzé est en liberté par la magnanimité de mon gouvernement qui devrait le poursuivre, mais qui a choisi l'apaisement parce qu'on aurait pu le poursuivre pour atteinte, pour forfaiture et violation de loi. Ils ont violé la loi. La loi disait qu'on ne peut pas modifier le code électoral en année électorale et il a contresigné ça porte sa signature. Alain-Claude Billy Banzé a réagi aux propos de son successeur. En état de droit, n'a pas à être magnanime. Ça montre bien que c'est un gouvernement qui agit sur les émotions et les sentiments. Soit c'est la loi qui est appliquée, soit ce n'est pas la loi. Qu'est-ce qu'on appelle magnanimité dans un état de droit? Je n'ai violé aucune loi, a-t-il affirmé. C'est le fruit d'une concertation politique et lorsqu'il y a concertation politique, ça veut dire qu'il y a un consensus et les acteurs de la majorité et les opposants s'y sont accordés pour qu'il y ait une révision de la loi électorale suite à une révision de la Constitution. Et M. Dang Sima a participé à cette élection avec cette loi électorale. Il faut qu'il soit un peu en cohérence pour une fois avec lui-même. S'il estime que ce qui a été fait, c'est une violation de la loi, qu'on poursuive tous ceux qui ont signé ces textes. Tous ceux qui ont été dans la concertation politique, qui ont signé ces textes, doivent donc de même être poursuivis. Je ne l'ai pas signé seul, ajoute Alain-Claude Billy Banzé. On va maintenant parler de législative au Sénégal parce que la virage est dans sa limite. Dernier des jours de campagne. Dernier jour de campagne avant les élections législatives de ce week-end au Sénégal. Le scrutin verra s'affronter notamment le des anciens rivaux présidentiels Ousmane Sonko et Macky Sall. L'ex-président sénégalais qui a fait campagne depuis le Maroc a pu compter sur ses équipes et colistiers pour mobiliser ses partisans à la veille des élections. Une caravane arpentait encore les rues de Dakar jeudi soir pour convaincre dans la dernière ligne droite. Les élections législatives ont été annoncées après la dissolution du Parlement sénégalais par le président Eli Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier a enclenché le processus en déclarant que le Parlement, contrôlé par l'opposition, l'empêchait d'agir et de mettre en place ses plans pour le gouvernement. Pour représenter le PASTEF au pouvoir depuis mars dernier, le président Faye peut naturellement s'en remettre au Premier ministre Ousmane Sonko. Le parti espère obtenir une majorité parlementaire. Près de 7,4 millions d'électeurs inscrits sur une population de 18 millions d'habitants sont attendus dans les urnes. Allez, on parle maintenant d'une violation de l'embargo au Soudan, ce qui a été constaté par Amnesty International. Selon Amnesty, de véhicules de transport de troupes Nîmes Abidjan braqués aux Émirats Arabes Unis par le groupe national Edge sont utilisés par le parlementaire des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamadan Daglo au Soudan et vraisemblablement au Darfour. Ces blindés sont équipés du système d'autoprotection Galix conçu par KNDES France et la Croix, selon les images de véhicules détruits diffusées par Amnesty. C'est un système qui est intégré sur ces armements terrestres de véhicules blindés qui permet de dissimuler le véhicule à des adversaires, de tirer des projectiles contre des adversaires qui se rapprocheraient trop
du véhicule. Le souci est que les Émiratis ont réexporté du matériel de guerre français au Soudan, précise Aymeric Elion, responsable plaidoyer à Amnesty International. Seulement la France, quand elle exporte des armes ou du matériel de guerre, impose ce qu'on appelle un certificat d'utilisateur final et de non-réexportation, c'est-à-dire qu'elle impose à son client l'interdiction de réexporter le matériel qu'elle lui exporte. Ou, si elle lui autorise, l'entreprise doit demander l'autorisation de réexporter le matériel. Le Soudan fait l'objet d'un embargo de l'Union européenne sur le vente d'armes, tandis que l'ONU en impose un depuis 2004 pour la seule région du Darfour. L'ONG appelle à son extension à l'ensemble du territoire soudanais. Toute utilisation au Darfour constituerait une infraction évidente à l'embargo sur les armes de l'ONU. La France, par exemple, dans les cas soudanais, n'aurait jamais autorisé la vente d'armes au Soudan ou de matériel de guerre de manière générale parce que ce pays, justement, est sous embargo de l'Union européenne et partiellement des Nations Unies. Donc, la France s'engage à vendre des partenaires, elle s'engage à vendre des partenaires de confiance qui ne vont pas réexporter en violation des engagements français. Donc il est indispensable que la France fasse respecter ses engagements et surtout qu'elle arrête aujourd'hui les transferts de ce type d'équipement, les systèmes Galaxy donc à destination des Émirats, note Aymeric Elion. L'un des groupes mis en question, la Croix Défense, a réagi dans un communiqué. Le groupe français confirme avoir fourni du matériel aux forces armées émiraties et rappelle qu'il s'agit de solutions d'autoprotection passive, donc la fonction est de protéger le véhicule blindé. Le groupe ajoute que ces livraisons ont été réalisées dans le strict respect de licences d'exportation accordées. C'est ici que nous mettons en terme aux actualités chaudes africaines dont nous vous avons livré aujourd'hui le long de ce numéro. Messieurs et dames, portez-vous bien et à très vite.